Frédéric, vous êtes ici ce soir dans SLT car vous tentez de battre le record du plus grand nombre d'émissions télé à la suite pour parler de votre nouveau livre. Il n'y a que Belle toute nue que vous n'avez pas faite. Hein. Oui, on va proposer Déshabillez-vous déjà. Ah bah oui, très bien. Et c'est sur Public Sénat. Oui. J'envisage sérieusement de le faire. Et oui, il est notre invité et il se déshabille. Lui, en tout bien, en tout honneur. Lui, l'ex-homme de télé devenu ministre de la communication de Nicolas Sarkozy. Lui qui a eu à gérer une des plus graves crises de communication du précédent mandat. Et lui, enfin, qui a fait le tour des plateaux télé pour la sortie de son livre relatant ses 3 ans d'expérience politique. L'occasion de revenir en images sur des moments marquants. Frédéric Mitterrand, bonjour. Bonjour. Alors l'émission, c'est Déshabillons-les, hein, pas déshabillez-vous. Vous pouvez garder votre gilet. Parce que je pensais à vous, sans doute. Quoique, ainsi depuis la sortie de votre livre, donc La Récréation aux éditions Robert Laffont, beaucoup, dans beaucoup d'émissions, les nombreuses émissions que vous avez faites, beaucoup ont relevé les petites phrases drôles, amusantes. Nous, on va revenir sur des moments politiques aussi, des moments que vous évoquez dans ce livre, des moments qui ont marqué le précédent mandat, des moments dont vous avez été acteur et sur lesquels vous revenez. Alors d'abord, juste une petite question un peu plus générale. Le livre est sorti depuis quelques semaines déjà, pratiquement. Les retours de vos anciens, entre guillemets, camarades de gouvernement? Pratiquement pas de retour. Le monde de la politique est un monde qui vit finalement en circuit fermé. Il y a la nomenclatura politique, la presse qui est sa complice et son adversaire, mais c'est un couple infernal. Et puis c'est tout. Ceux qui en sont sortis? Voilà. Alors ceux qui passent en promeneurs solitaires sont finalement suspectés ou considérés avec méfiance. Et même si je fais finalement beaucoup de compliments à beaucoup de monde, très peu de réactions, très peu de retours. Ils ne savent pas très bien comment gérer le livre ni l'individu, donc ils préfèrent rester silencieux. Ah d'accord, oui, il y a un côté un peu ovni, on va le voir. Un côté un peu ovni, oui. Et quand vous dites très peu, il n'y en a pas un intéressant. Par exemple, François Fillon, tiens, puisqu'on en parle pas mal. Pas de réaction de François Fillon. En revanche, le président Sarkozy a lu le livre et a dit qu'il était bien et me l'a fait savoir. Par Carla Bruni, que vous connaissez. Il me l'a fait savoir. Il vous l'a fait savoir. Bon, alors si je parlais de François Fillon, c'est parce que dans votre, entre guillemets, promotion télévisée, il a été beaucoup question de l'ex-premier ministre à travers un aspect, un détail que tout le monde a retenu, on va le voir. Alors ce sont des extraits commentés par le spécialiste de la communication Gilles Masson. Alors un communicant, pourquoi? Parce qu'on a eu l'impression qu'à ce moment-là, il y avait parfois des malentendus justement entre ce que vous vouliez dire et ce qu'on avait compris. On revient là-dessus. Le problème, c'est cette liaison dangereuse que vous faites entre l'érotique et le politique. Parce que le livre, il commence comme ça. La séduction fait partie de la politique. Vous allez me dire, mais le livre, il commence comme ça. Votre relation avec le Premier ministre François Fillon, par exemple, elle est sous le signe du désir et de la séduction dès le départ. Page 12. Dès le départ. Page 12 dans le livre, je suis frappé par la beauté physique de cet homme. Bon, c'est un constat. Je dois quand même vous poser la question, êtes-vous amoureux de François Fillon? Je suis frappé par la beauté physique de cet homme, ce dont personne ne parle jamais. Je me demande bien pourquoi. Oui, je me demande bien pourquoi on n'en parle pas. La beauté physique ou la séduction physique qu'exercent certains hommes politiques est un fait incontestable et on n'en parle pas. Est-ce que vous croyez... Et chez Fillon, elle vous frappe? Vous avez jamais vu Obama monter dans son avion? Il a absolument l'air d'une rockstar. Vous croyez qu'il y fait pas attention? Il y fait attention, bien évidemment. C'est normal que ça nous intrigue. C'est la vie de la République, Frédéric Mitterrand. Alors ou alors peut-être que vous mettez de la légèreté là où il ne faut pas. Il faut tout à fait, au contraire. Yves, ce qui est important, c'est de rester soi-même en toutes circonstances et d'apporter la vraie vie dans cette vie un peu artificielle qu'est la politique. Je pense que ça permet au contraire d'avoir un jugement sur les choses importantes, sur les choses graves, qui est un jugement peut-être un peu plus détaché du contingent et peut-être un peu plus vrai. C'est une toute petite partie du livre de Frédéric Mitterrand, mais c'est le prisme médiatique majeur. Et il met un peu les pieds au milieu du plat, sauf que c'est très étrange d'entendre un homme politique qui a été ministre parler de la séduction dans un groupe, et encore plus dans un groupe masculin. Oui, alors vous dites un homme politique, la question c'est est-ce qu'il est homme politique ou pas en fait? Frédéric Mitterrand, pour moi, avant tout, c'est un personnage de roman. C'est un formidable personnage de roman. C'est quelqu'un qui a une vision enfantine et romanesque de la vie et de l'expérience. Et j'ai l'impression que pour lui, la politique a été avant tout une expérience littéraire et cinématographique. C'est-à-dire qu'il prend des notes partout pour en faire, au final, des œuvres d'art, ou en tout cas des œuvres documentées autour de son expérience littéraire. Et finalement, il met de la légèreté là où il faudrait peut-être pas en mettre. Il met beaucoup d'autodérision. Mitterrand. Ce qui est surprenant, Mitterrand, c'est qu'il s'est fait extrêmement attaquer, mais il s'en sort toujours pas trop mal. Parce qu'il a une caractéristique, c'est qu'il fait toujours un double mouvement.
ils se flattent et ensuite ils se massacrent. Quelque chose de très spécial. Donc il y a de l'autodérision chez Mitterrand qui fait qu'il est relativement inattaquable. Il n'a pas beaucoup de prise à l'attaque. Alors, vous dites, Frédéric Mitterrand, bon, c'est un écrivain, hein, c'est vrai, c'est aussi été un homme de télévision, un homme qui a un parcours assez atypique. Je vous propose de revoir quelques images. C'était en 1992, quand son oncle, François Mitterrand, était encore président de la République. C'est un nom difficile à porter aujourd'hui, Mitterrand. C'est-à-dire qu'il y a des moments où je me dis, si ça se termine mal, je vais être obligé de m'exiler à La Havane ou à Pyongyang. Ça va être dur, comme les enfants à l'IND. Mais je voudrais que ça se termine bien aussi, parce que j'ai pas envie non plus de traîner derrière moi pendant les années qui me restent à vivre, toutes les casseroles que tonton aura laissées. Ouais. J'ai pas envie non plus. Ouais. Ce qu'on voit ici, c'est que, quoi qu'il arrive, c'est un personnage qui a un touche-à-tout médiatique. Il a fait les plus belles choses. Hein. Lettre d'amour en Somalie, c'est un excellent film. Il a fait des choses très alimentaires. Il a fait de la publicité un petit peu ridicule autour de son bonsoir. Et en fait, ça donne une diffraction totale du personnage. Et ça rend le personnage politiquement absolument illisible. Il repose sous son nom. Son nom, c'est la statue du commandeur de la gauche. C'est Mitterrand. Et à côté de ça, il est fan de De Gaulle. Il a soutenu Chirac. Il s'est inscrit au MRG. Il est allé voir du côté de Sarkozy et de Fillon. Il serait bien resté sous Hollande. On a l'impression qu'il n'y a pas de logique de parti chez Mitterrand, et c'est la logique qui structure la politique en France. Mais pour le coup, ça donne un côté un peu boussole et un peu des fois opportuniste, qui n'est pas forcément, mais qui peut vraiment apparaître opportuniste. Voilà, alors petit... Il est sympa. Proposition, hein. Oui, alors un petit commentaire général sur ce qu'il vient de dire, comme ça, cette espèce de portrait voilà, de... Et ce qui est assez fascinant, c'est qu'au fond, il fait aussi le portrait de mon oncle. C'est-à-dire que... François Mitterrand. Oui. C'est-à-dire qu'il parle d'un personnage de roman, d'un personnage qui n'a pas vraiment de conviction, qui passe d'un côté à l'autre, qui serait une sorte d'esthète de la politique. Et finalement, ça s'applique assez bien à François Mitterrand aussi. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que ce portrait-là, qu'il fait lui très gentiment, est un portrait qui était celui que faisaient les adversaires de François Mitterrand. Alors justement, alors... Comme pour oublier qu'il y avait au fond une sorte de socle moral très solide chez François Mitterrand, qui était en vérité le fond catholique, progressiste, légué par ses parents. Et on disait toujours de François Mitterrand, il est tellement habile, sous-entendu, il n'a pas de conviction. Oui, et en fait, c'était oublié, c'était le sous-estimer. C'était oublié qu'il y avait cette espèce de force tranquille, en quelque sorte, en lui. Alors je ne vais pas me comparer et alors justement, totalement alors, qu'est-ce qu'on oublie alors? Je vais totalement... on oublie ça. On oublie le fait qu'il y a, je crois, mais c'est un peu prétentieux de le dire, mais il y a en moi des convictions basiques qui sont très solides. Et des convictions plus humanistes, on va dire, que politiques, c'est ça, des valeurs, oui, ça, ce sont des grands mots, et convictions, valeurs, tout ça sont des grands mots. Mais enfin, il y a un parcours, je suis plutôt jeune. Au fond, on voit à peu près tout ce que j'ai pu essayer de faire. Quant à être politique, pendant les 3 années où j'étais ministre, j'étais politique. J'essayais de... Vous avez essayé de l'être pleinement, vous essayez d'être un bon élève. D'abord, j'ai bien appliqué les règles, ce qui fait que je suis resté finalement relativement longtemps. Oui, 3 ans, pour oui. Alors qu'il y a eu plusieurs remaniements. Il y a eu 2 remaniements, finalement, je suis resté. Et donc, ça veut dire que j'avais à peu près assimilé la technique, car il y a une technique, il y a un savoir-faire. Bon. Je l'avais assimilé, peut-être pas génialement, mais je l'avais assimilé quand même assez bien. Et le truc, alors le truc indispensable qu'il a fallu assimiler très vite, il y avait un truc, souvent vous dites le savoir-faire, parce qu'il y a des choses très différentes. Travailler, apprendre à présenter son budget, à défendre son budget à la Commission des Finances, tenir à l'Assemblée nationale, parler avec les syndicats, enfin tout ce qui fait le travail d'un ministre. D'accord, donc vous dites vous l'avez été, et puis après vous avez donc voulu... finalement restituer en faire quelque chose. Et en faire quelque chose. J'ai pris aucune note pendant que j'étais ministre, curieusement. J'ai commencé à écrire bien après. Oui, parce qu'il sort tard finalement votre livre, longtemps après cette expérience. Oui, il sort 1 an et demi après. Hein, après ceux d'autres ministres, il y en a plein qui ont écrit, Bruno Le Maire, Roselyne Bachelot, Valérie Pécresse, dans des genres très différents, ça a été avant. Mais le livre de Bruno Le Maire s'inscrit un peu dans la même ligne, c'est-à-dire comment faire de la littérature à partir d'une expérience humaine.
Alors, il y a un point hein, bon, qui a été beaucoup évoqué, on ne va pas revenir sur le détail, mais enfin, c'est vrai qu'il y a eu ce petit malentendu, tout le monde vous taquine hein, quand vous dites, voilà, François Fillon est beau, vous évoquez la séduction des politiques. Je ne vais pas redire ce que j'ai dit. Voilà, hier, tout à fait, on ne va pas refaire, on ne va pas refaire la scène, on ne va pas refaire le dialogue, mais c'est amusant, enfin, c'est intéressant, cette espèce de malentendu, justement, parce qu'on a l'impression que vous essayez de dire des choses dans vos livres qui ne sont absolument pas compris par les journalistes, notamment les journalistes politiques. Si, c'est très bien compris, puisqu'ils en parlent tous, ils ont très bien compris que c'était en tout cas quelque chose de différent de ce qui se dit habituellement. Oui, parce être politique, c'est séduire en fait. C'est ça ce que vous dites. Oui, alors ils ne veulent pas le reconnaître. Eux, mais les journalistes, alors ils ne sont pas habitués, ils n'ont pas l'habitude. Ils ne sont pas habitués, oui. Ils ne sont pas habitués. Mais je vous ai dit tout à l'heure que politique et médias fonctionnent au fond totalement sur les mêmes paramètres. Donc, effectivement, de la même manière que les politiques ne veulent pas répondre devant ce tabou, de la même manière, les journalistes sont un peu désorientés. Parce qu'ils ne vont pas répondre les politiques à cette question. Et en font des gorges chaudes. Bon, très bien, mais ce n'est pas l'essentiel du livre. Non, justement. Alors, on reviendra sur le reste, mais ça te paraissait intéressant de revenir sur ce moment qui a été beaucoup repris. Alors, votre livre, hein, il commence par une scène, c'est votre arrivée au ministère, votre nomination, qui s'est faite dans des conditions assez particulières, puisque donc, on va revoir les images de l'époque, des images dans lesquelles France 2 a joué un rôle justement très particulier, on va le voir, et les images justement sont commentées... Enfin, c'est pas France 2, c'est un journaliste qui a été un peu plus habile que les autres. Et justement, les images sont commentées par Michael Darmon, qui aujourd'hui a été télé, mais qui était à France 2 à l'époque. On regarde les images donc de votre nomination. Je n'ai jamais vu. La première surprise, elle est déjà connue, un ministre nommé Mitterrand. C'est inattendu. Chose rare, le neveu du président Mitterrand a annoncé lui-même sa nomination alors que rien n'est encore officiel. Un Mitterrand, ministre du gouvernement Sarkozy, c'est assez étonnant. Oui, Sarkozy a bien été ministre au temps de Mitterrand. C'est un poste auquel vous pensez depuis longtemps? Non. Vous avez déjà une idée précise de la place de la culture dans ce futur gouvernement? J'ai une idée précise de la place de la culture dans ma vie déjà. C'est déjà pas mal. Qu'est-ce que ça représente personnellement pour vous? Une tâche exaltante et un honneur. Comment cette interview s'est-elle montée? Comment avez-vous réussi à avoir le ministre avant l'annonce de sa nomination? En fait, j'ai eu l'information la veille, donc depuis Paris, dans une source donc à l'intérieur du gouvernement, que Frédéric Mitterrand allait être nommé à la culture. Donc j'ai tout de suite donc appelé Philippe Vissarias, à l'époque donc correspondant à Rome de France 2, et il me rappelle une heure plus tard en me disant effectivement, apparemment, ce soir, il y a eu une sorte de pot de départ, réunion des principaux collaborateurs donc de Frédéric Mitterrand, et on sent qu'il se passe effectivement quelque chose. Donc le lendemain, on décide de mettre en place tout simplement un dispositif, parce que je savais qu'il devait prendre un avion pour rejoindre Paris. D'accord, donc le jour de l'annonce du remaniement, que Philippe Vissarias le voit et réalise cette interview donc, dans la voiture, où on a un moment inédit dans l'histoire de la Ve République, c'est-à-dire, bon, venant d'un personnage médiatique comme Frédéric Mitterrand, c'est pas étonnant, qui annonce tout simplement sa nomination au gouvernement, en dépit de tout le protocole, toute la manière dont ça se passe en général dans ce genre de circonstances. Eh bien, il s'annonce et il s'autoproclame donc ministre tel qu'il le sera donc quelques heures plus tard. Oui, et du coup, il a peut-être même failli ne pas l'être en ayant fait ça, non? Parce que l'info est remontée tout de suite ou... Ah non, il n'a jamais été question qu'il soit sorti du dispositif, parce qu'il devait y être de toute manière. Mais ça a provoqué une colère noire de Nicolas Sarkozy, et ça fait anticiper donc le remaniement qui était prévu pour le lendemain en réalité. Et vous dites qu'il faisait partie du dispositif. C'est Nicolas Sarkozy qui a eu cette idée? Disons qu'il a validé l'idée de sa femme, qu'elle lui a donc, Carla Bruni Sarkozy, qu'elle lui a donc chaudement recommandé. Comme à ce moment-là, Nicolas Sarkozy était à la recherche d'un second souffle. Et là, il y a eu l'envie de récupérer une marque, en réalité, le nom Mitterrand. Frédéric Mitterrand n'a jamais été vraiment à gauche. Mais il fallait récupérer le nom et tout simplement avoir le titre, un Mitterrand dans le gouvernement Sarkozy. C'était aussi la manière de gérer à l'époque donc de l'ancienne équipe, on faisait des coups. Et alors, dans l'interview, là, on entend, est-ce que vous y pensez depuis longtemps? Il dit non. Alors, visiblement, d'après ce que vous dites, c'est le cas. En fait, lui, il n'y a pas pensé. L'idée n'est pas venue de lui. Ah non, l'idée n'est pas venue de lui. C'est pas un homme de pouvoir. C'est pas un homme, il est bien là où il est. D'accord, il n'a pas fait du lobbying. Il n'était pas en train de faire du lobbying, comme beaucoup d'autres, parmi les vrais politiques, qui du matin au soir ne rêvent que d'entrer au gouvernement. Alors donc, entrée fracassante sur la scène politique. Le lendemain, il présente ses regrets.
Je regrette tout à fait la discourtoisie que cela représentait vis-à-vis de Madame Albanel. Ce regret, ça vient de lui ou c'est quelque chose qu'on lui a demandé de faire? Non, il démarre très mal. Pas du tout, il a été recadré, Fillon était foudrage, et d'ailleurs il lui dit si ça avait été moi je t'aurais pas nommé. Bon, il était très, très remonté. Et donc il fait ce mot, voilà, il fait cette phrase parce qu'on lui demande de le faire. C'est sa première, effectivement, son premier exercice ministériel où il s'aperçoit ce que c'est qu'être dans un gouvernement. On n'est pas tous les jours à la fête. Il fait ce recadrage, exercice imposé. Alors, plusieurs fois, vous avez dit « mais non ». Alors, vous avez dit « mais non » sur le fait que le remaniement était avancé. Là, c'était pas sûr. Le choix de Carla Bruni, vous avez dit « mais non ». Et les regrets imposés, vous avez dit « mais non » aussi. Bon, alors, on va prendre par les années. Je suis quand même suffisamment courtois et humain pour ne pas avoir besoin de me faire expliquer que j'ai été discourtois. J'avais un remords immédiat à l'égard de Mme Albanel, qui avait toujours été très correcte avec moi. C'était vraiment pas la peine de m'expliquer qu'il fallait le faire. Mais vous l'avez fait involontairement parce que vous avez organisé votre pot de départ en fait sans vous rendre compte que des journalistes auraient l'info en fait. C'était ça. Attendez, la Villa Médicis, c'est un lieu privé. Hein. D'accord. Donc il n'y avait pas de raison. Je n'étais pas censé savoir que quelqu'un de... Il y avait des fins limiers du journalisme. Oui, mais le fin limier, votre journaliste est assez bon, puisqu'il semble qu'il ait eu l'information depuis Paris déjà. Absolument. Bon, moi, je ne sais pas comment. Mais en tout cas, pour ce qui est de mes regrets vis-à-vis de Christine Albanel, c'était totalement sincère, c'était vraiment pas la peine de m'expliquer. Pour ce qui est de ma nomination, il y a toujours cette légende suivant laquelle ma nomination aurait été celle de l'ami de Carla, etc. Je connaissais à peine Carla Bruni. Oui. J'ai beau expliquer ça, personne ne me croit. Oui, vous l'avez dit plusieurs fois. À peine. Mais même si vous la connaissiez à peine, l'idée peut venir d'elle. Oui, mais enfin, vous croyez que le président Sarkozy prend ses décisions comme ça? Mais enfin, je ne sais pas, c'est ce qu'on s'est dit. On s'est dit influence de Carla Bruni. Eh bien, c'est faux. Voilà, c'est faux. Que ensuite, on ait trouvé que c'était une idée amusante, peut-être, ou intéressante, etc. Mais enfin, c'est lui. Mais vous savez comment il a eu l'idée, pourquoi il l'a eu, à quel moment? Mais non, je ne sais pas, je ne sais pas. Donc, si vous savez peut-être que c'est Carla Bruni quand même, alors. Oui, c'est le pari de Pascal, oui, voilà. Donc, voilà. Bon, mais non, tout ça sont des supputations. Hein. Vous savez, j'étais totalement illégitime, puisque je n'étais ni élu, ni encarté à droite, ni tout cela. Mais au fond, j'étais aussi quand même un petit peu, puisque j'ai ouvert mes premières salles de cinéma en 1971 dans un quartier extrêmement difficile, que j'ai fait un certain nombre de films, un certain nombre d'émissions de télévision. Il y avait quand même... Il y avait la légitimité du faire. Il y avait une certaine légitimité, voilà. D'accord. Et alors, donc ça c'était pour le chapitre Carla Bruni et Nicolas Sarkozy. Concernant François Fillon, hein, donc d'ailleurs vous dites aussi dans votre livre hein, qu'il vous a copieusement engueulé en disant si ça n'avait tenu qu'à moi, je vous aurais... Enfin, ça c'est moi qui dis... Mais si ça n'avait tenu qu'à moi, je vous aurais jamais pris. Bon, bah, ça voilà. Je comprends. C'était une gaffe. Mais du coup, on voit, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que François Fillon n'hésitait pas à dire quand il n'était pas d'accord avec Nicolas Sarkozy. Bah oui, mais ça, c'est pas un secret, ça. Enfin, publiquement, on ne le voyait pas, donc c'est intéressant de voir qu'en coulisses, il le disait. Ah oui, mais la politique n'est pas forcément tout le temps sur la place publique. Bah, c'est ça qui est intéressant, d'ailleurs, aussi dans votre livre. C'est pour ça, d'ailleurs, que je parle beaucoup de François Fillon, parce que François Fillon était le Premier ministre, et donc je passais par lui, en fait, et c'était mon interlocuteur naturel, ou son cabinet était l'interlocuteur naturel de mon cabinet, donc c'est normal. Mais du coup, donc il était furieux lors de votre nomination. Il était mécontent. J'ai pas su s'il était vraiment furieux, mais il n'était pas content. Et quant à la colère de Nicolas Sarkozy, on me l'a rapporté, mais moi je ne l'ai pas senti. Parce que par la suite, justement, sur ce chapitre-là, on a l'impression que vous avez... Enfin, c'était une gaffe, en tout cas. Oui, ça, c'était une gaffe. Quand vous revoyez, après, j'ai eu la réputation d'être un ministre gaffeur. Au fond, j'en ai fait très peu. J'en ai pas fait tant que ça, sauf que je ne me défendais pas. Et que je trouvais que c'était toujours aggraver les gaffes que d'en reparler. Hein. Never explain, never complain. Donc voilà, ça restait. Puis de toute façon, le ministère de la Culture est un ministère symbolique qui excite énormément l'attention des médias. Quand la ministre ou le ministre de la fonction publique fait une gaffe, tout le monde s'en fiche. Le ministre de la Culture, hein, ça... Oui, puis il y avait aussi vous, votre parcours, ouais. Etc. Ouais. Donc là, vous dites effectivement c'était une gaffe, même si c'était pas, vous l'aviez pas dit au départ volontairement, mais vous auriez dû envoyer balader les journalistes, en fait, c'est ça. Mais oui, mais moi j'ai un problème, c'est que je suis... Quand on me parle, je réponds. Et puis quand quelqu'un est à la porte et tape contre la vitre, voilà. Mais j'ai eu tort, bien sûr.
Et alors, sur votre statut un peu particulier, on a entendu dire après par la suite par d'anciens ministres qui se sont exprimés ici ou là que vous aviez un peu le statut de chouchou, entre guillemets, que lors du Conseil des ministres, vous pouviez parler plus longuement que les autres, alors que les autres ils étaient très cadrés dans leur temps imparti. Plus souvent. Plus souvent. Alors, comment vous l'expliquez, ce statut de chouchou, entre guillemets, qui a pu peut-être un peu... je ne sais pas. Des dents. Comment ça se fait je pense que progressivement, j'ai acquis une certaine bonne image. Et je travaillais beaucoup. Hein. Vraiment, j'étais tout le temps... tout le monde pensait, quand je venais, que ça allait être paillettes et champagne et qu'on allait rigoler. Et en fait, ou que ça allait être sympathique, voilà. Et en vérité, je préparais mon budget, je me collais des dossiers difficiles. Les autres aussi travaillaient. Oui, mais ils ne s'attendaient pas à ce que je sois comme eux. Donc la surprise faisait qu'on vous écoutait. Ben oui, que je faisais partie de la classe. Alors on a évoqué la divergence concernant... Je pense aussi que parce que les questions de culture et de communication intéressaient le président de la République et le Premier ministre. Ah d'accord, donc ça les intéressait particulièrement, peut-être aussi parce qu'ils... ils connaissaient peut-être moins Non, je n'ai pas du tout dit ça. D'accord, c'est moi qui suggère. Ça les intéressait. Ça les intéressait. Particulièrement. Oui. Alors, on a évoqué... Ça, c'est encore une légende, ça. Hein. D'accord, voilà. Il y a beaucoup de légendes. Déshabillons-nous, déshabillez-vous. Enfin, qu'ils se déshabillent. Qu'ils se déshabillent. Alors, on a évoqué la divergence entre Nicolas Sarkozy et François Fillon concernant votre nomination. Alors, des divergences, il y en a eu d'autres, enfin, paraît-il. On va écouter la suite. Je ne suis pas sûr qu'il y ait eu d'ailleurs une divergence. Il y a eu une appréciation sur une gaffe. Mais peut-être qu'au départ, ils étaient d'accord aussi. Peut-être qu'ils étaient d'accord pour vous nommer, oui, d'accord. Peut-être. Peut-être. Vous n'avez jamais cherché à savoir. Non. D'accord. Non, pourquoi? Je ne sais pas. Non, je n'ai pas cherché. Je n'étais pas là pour faire des enquêtes pour savoir si un tel ou un tel m'aimait. J'étais là pour essayer de faire le mieux possible le travail qu'on m'avait demandé de faire. Alors, concernant cette divergence, en tout cas, il y en a une autre qui est pointée. C'est la suite du commentaire de Michaël Darmon. Une divergence en 2009. Il y a une espèce de cataclysme dont tout le monde se souvient. Alors, le premier, c'est que donc, vous êtes ministre depuis 3 mois. Et là, Roman Polanski est arrêté en Suisse à la demande des États-Unis pour le viol d'une jeune femme, viol commis il y a 30 ans. Alors, vous réagissez... 35 ans. Vous réagissez immédiatement. On regarde votre réaction, les commentaires et la suite de l'analyse de Michaël Darmon. Vous allez nous dire si vous êtes d'accord cette fois-ci avec ce qu'il dit. Je ne suis pas sûr. Si le monde de la culture ne soutenait pas Roman Polanski, ça voudrait dire qu'il n'y a plus de culture dans notre pays. Je suis très ému en parlant parce que je trouve que c'est une chose épouvantable et totalement injuste. Roman Polanski est un cinéaste de réputation internationale et c'est une émotion très très profonde parce que Roman Polanski est un homme merveilleux. Et de le voir ainsi jeté en pâture pour une histoire qui n'a pas vraiment de sens et de le voir ainsi pris au piège, c'est absolument épouvantable. Je pense que tous les Français doivent être avec Polanski dans cette épreuve. Voilà, on le voit très ému. Des pétitions sont lancées pour soutenir Roman Polanski, mais très vite des voix discordantes. Moi, je sais que j'ai une fille, elle a 13 ans, et que si elle se faisait violer, je penserais pas tout à fait la même chose, même 30 ans après. Mardi, le Vert Daniel Cohn-Bendit est le premier homme politique à regretter la déclaration de Frédéric Mitterrand, estimant qu'il a réagi trop promptement. Le ministre de la Culture devient dès lors le nouvel objet du scandale. L'affaire de Mœurs devient politique. Le Front National n'hésite pas à réclamer la démission du ministre de la Culture. Une autre pétition est mise en ligne, mais cette fois-ci, elle vise Frédéric Mitterrand et son ignoble soutien en faveur de Polanski. Devant un tel tollé, le locataire de la rue de Valois tente de se justifier. C'est la place d'un ministre de la Culture de défendre ses artistes. Là, c'est son vrai faux pas politique. Parce que sa première déclaration très émue pour défendre donc, Polanski, je ne rentre pas dans ce qu'a fait Polanski, mais je parle de l'attitude d'un politique, c'est avoir totalement raté la grille de lecture de la société française de l'époque. C'est-à-dire qu'il a mis en scène la déconnexion complète des élites vis-à-vis du peuple, prenant à rebours, complètement d'ailleurs, l'analyse que livrait en permanence Nicolas Sarkozy au petit comité ou dans les tribunes, en disant il faut justement être en phase avec ce peuple qui d'ailleurs a l'air de se droitiser un petit peu selon l'analyse de Sarkozy. Mais là, à ce moment-là, on voit que c'est lui qui intervient, qui tente de corriger le tir, mais il n'y a pas d'autres paroles gouvernementales, le Premier ministre ne s'exprime pas, c'est lui finalement qui gère la crise. Oui, il ne s'exprime pas, François Fillon
qui lui, pour le coup, a senti donc le coup venir, laisse complètement ce ministre dont il n'a jamais vraiment validé la présence se débrouiller tout seul. Donc on se dit du côté de Matignon, ça va le carboniser, donc allons-y, laissons-le faire. François Fillon, ce qui n'a pas échappé également, c'est que les premières réactions de l'Élysée vont dans le sens donc de ce que dit Frédéric Mitterrand à la radio, c'est-à-dire qu'il y a quand même un émoi qui part à l'Élysée, oui, c'est ce qu'il dit lui-même. Qui part exactement dès le début, et notamment encore une fois dans l'entourage de Carla Bruni, en disant mais c'est incroyable, Roman Polanski. Bref, on a là effectivement l'émotion du monde artistique. Lorsqu'on entend Frédéric Mitterrand dire tous les Français doivent se retrouver derrière Polanski, il est complètement à côté de la plaque. Vous dites, à propos de François Fillon, déjà pour revenir sur le commentaire... François Fillon m'a soutenu du début jusqu'à la fin dans cette histoire. D'accord. Et le fait qu'il n'ait jamais vraiment validé votre présence, vous, ça vous paraît... Non, mais attendez. Pour le coup, faux. Le livre raconte qu'il a parfaitement validé ma présence. Oui, ce que raconte votre livre, mais après, il y a peut-être des journalistes, enfin, c'est un journaliste politique qui ont d'autres échos. Oui, non, d'autres échos, d'autres convictions. Ou d'autres échos. Paris est un monde d'intrigues et de faux semblants. Donc peut-être qu'ils entendent, mais moi je ne sais pas, moi j'entends pas ça. Moi ce que j'entends, c'est ce que je sais. D'accord, donc vous, ce que vous savez, c'est que François Fillon vous a soutenu. Alors pour revenir sur le début de l'affaire, est-ce qu'il dit, c'est vrai qu'avec le recul, même si bon, il y a des circonstances particulières de cette arrestation, mais ce soutien comme ça inconditionnel, il dit que ça a été un faux pas, votre vrai faux pas. Oui, le commentaire, oui, le commentateur, le journaliste politique. Ça a été un faux pas. Il laisse la responsabilité de ça. Et vous, qu'est-ce que vous diriez? Oui, mais avec le recul, qu'est-ce que vous diriez sur ce... Je dirais que j'ai présenté sans doute les choses trop brutalement, mais qu'en vérité, je reste attaché à l'idée que le ministre de la Culture est le ministre des artistes, et donc il est proche des artistes. Et donc j'aurais continué à soutenir Polanski. Mais il y avait une chose qui était particulière, c'est que moi j'avais lu le livre de Polanski, que personne n'avait lu. J'avais lu ses mémoires. Les gens qui vous écoutent, Attendez, mais j'avais lu ses mémoires, donc moi je connaissais un peu mieux la situation. Je savais un peu mieux ce qui s'était passé. Et donc, et je savais aussi que la jeune femme lui avait pardonné en quelque sorte. Donc, et j'avais aussi une image assez négative de la manière dont Polanski était poursuivi par la justice américaine, qui n'était pas uniquement la justice de la protection des victimes, mais quelquefois, en l'occurrence en ce qui le concerne, une justice qui voulait l'épingler, l'accrocher. Donc voilà, il y avait tout ça en même temps. Bon, j'aurais sans doute dû présenter les choses d'une manière différente, mais sur le fond... Oui, vous pensez que votre analyse était bonne sur le fond, mais après la politique, malheureusement ou heureusement, c'est de la communication. Donc en partie, dans des moments d'émotion comme ça. Oui, mais ça a été l'occasion pour un certain nombre de gens aussi de vouloir se débarrasser de moi. Je suis très surpris de voir que dans la présentation que vous faites, il n'y a pas un seul mot sur le fait précisément qu'une bonne partie des socialistes s'étaient enfoncés dans la brèche ouverte par Marine Le Pen, et que ni Montebourg, ni Valls... Ah non, c'était en même temps. D'ailleurs, les choses ne sont pas présentées dans la chronologie, là, puisque, en vérité, on me voit à Europe 1 3 jours plus tard, tandis que la première chose qui s'est passée, c'est ce qui passe à la fin, c'est-à-dire quand je parle au ministère de la Culture. Donc il y a déjà une légère manipulation dans la manière de présenter les choses. De notre part, on a pris les sujets en chronologique. Non, là, ils ne sont pas chronologiques. Là, je vous assure qu'ils ne sont pas chronologiques. Moi, je me souviens très bien de la situation. Et après... Donc c'est légèrement manipulé. Attendez, je termine. C'est légèrement manipulé, et de surcroît, le sujet néglige le fait que les socialistes étaient aussi virulents que le Front National. Alors ça tombe bien, parce que je voulais justement en parler. Vous voyez, je vous aide, vous m'aidez à faire mes transitions. Non, mais justement, je voulais en parler et revenir sur l'étape suivante. Mais du coup, on va parler des socialistes aussi. C'est vrai que suite à ça, Marine Le Pen vous attaque très violemment, en reprenant un extrait. On l'a vu, là, Marine Le Pen. Oui, on l'a vu rapidement, mais on n'a pas vu l'extrait où elle vous attaque. On peut y revenir, on va y revenir. Vous croyez que sur 700 pages, il n'est question que de ça? Non, il n'est pas question que de ça. Non, parce que là, déjà, sur un quart d'heure d'émission, on est déjà sur la première gaffe et sur ça. Tout à fait. Mais ce sur quoi je voulais revenir, alors, puisque vous le dites, on va aller vite, mais je voulais revenir sur votre passage. Non, moi, je ne demande pas d'aller vite, on peut faire 5 heures si vous voulez. Mais le seul problème, c'est que on ne peut pas tout résumer à ça. Hein.
Non, bien entendu. C'est pas déshabillez-vous, déshabillons-nous, c'est striptease maintenant. Hein. Non, parce que suite à ça, alors il y a deux choses. Je vais résumer pour ceux qui ont effectivement. Donc suite à ça, Marine Le Pen vous attaque violemment sur un plateau télé en parlant de votre livre, hein, donc La mauvaise vie, où elle fait finalement, elle vous met un peu dans le même sac que Roman Polanski en disant s'il le défend, c'est parce que lui-même, voilà, s'est mal comporté. Donc Marine Le Pen. Suite à ça, vous allez sur TF1 pour vous défendre et on commente. Monsieur Frédéric Mitterrand, le ministre de la Culture, a écrit en 2005 un livre qui s'appelle La mauvaise vie, dans lequel il décrit par le menu la manière dont il effectue du tourisme sexuel et le plaisir qu'il a à aller payer des petits garçons thaïlandais, tout en sachant les conditions dans lesquelles ils vivent, tout en sachant la perversité de ce système, l'ignominie qui est fait à ces jeunes garçons. Il l'écrit noir sur blanc et cet homme-là est ministre de la Culture. Je tiens simplement à préciser 2 points essentiels. Essentiel, Laurence Ferrari. Je vous regarde bien clairement, vous me connaissez peut-être un peu. Beaucoup de Français me connaissent, ils m'ont vu à la télévision. Beaucoup de Français ont vu mon livre, l'ont lu. D'une part, ce n'est en aucun cas l'apologie du tourisme sexuel. En aucun cas. Même si un des chapitres est précisément une traversée de cet enfer, avec la fascination que cet enfer peut susciter. Donc vous avez vous acceptez, vous confirmez le fait que vous avez fait appel à des garçons payés je continue, pour des relations sexuelles. Je continue. Deuxième chose, l'amalgame auquel je suis confronté d'une totale injustice qui voudrait, d'une part, que les garçons soient des mineurs. En aucun cas. Alors, dans votre livre que j'ai lu attentivement, vous revenez sur ce moment-là en disant, hein, donc il y a les attaques de Marine Le Pen, la gauche qui embraye en disant Frédéric Mitterrand doit démissionner, effectivement, et donc suite à ça, vous allez sur le plateau de TF1, vous répondez à ces attaques. Et ce que vous expliquez dans votre livre, c'est que là, il se joue quand même un moment, alors vous dites, bon, c'est striptease, etc. C'est vrai que nous, on est une émission quand même politique, on s'intéresse aussi à ces moments de crise. C'est quand même un des moments de crise, très important. Enfin, on s'en souvient tous comme étant un moment de crise politique très importante, parce qu'on a quand même demande de démission de la part de la gauche, etc. Et puis vous en sortez finalement, hein, après ça, vous restez au gouvernement. Nous, ce qu'on avait envie de vous demander, c'est d'une part, est-ce que vous avez vraiment pensé que vous alliez devoir démissionner? Qu'est-ce que vous avez tiré comme leçon de cette communication de crise quand même assez Je n'en ai tiré historique? aucune leçon. J'ai pensé que quand on était clair avec soi-même, il suffisait de le dire. Non, simplement, j'ai fait plus attention à... j'ai essayé de ne pas être trop prime-sautier pendant un certain temps, en tout cas. Voilà. J'étais plus attentif à recentrer mes communications sur les dossiers que j'avais, qui étaient des dossiers qui étaient lourds. Hein. Il y avait des dossiers Adopi, il y avait des dossiers patrimoine, il y avait des dossiers Google, qui étaient des choses quand même plus importantes que ce tourbillon difficile à traverser. Alors, vous dites, vous n'avez jamais pensé que vous devriez démissionner à ce moment-là? Ça n'a jamais... Jamais. J'avais le soutien du président de la République et contrairement à ce que l'on pourrait croire depuis le début de cette émission, j'avais le soutien du Premier ministre. Oui, voilà, contrairement. Donc c'était pas la question. Mais alors, certains disent finalement, ça a été aussi un peu l'émergence d'une génération morale contre génération 68. Voilà, c'est aussi une espèce d'évolution de l'ère du temps. Est-ce que ça, c'est quelque chose, une lecture à laquelle vous adhérez? Parce que vous dites souvent, vous ne l'avez pas pointé, là, parce que ce que j'ai dit après, la gauche m'a aussi beaucoup attaqué. Je ne porte pas vraiment de jugement sur tout ça, non. Je n'ai pas réfléchi en ce terme. Mais le fait que la gauche vous ait attaqué, ça vous passe, c'était important? J'étais au carrefour de deux choses. J'étais le neveu de Mitterrand pour des cadras qui n'aimaient pas forcément Mitterrand. Et j'étais au carrefour du droit d'inventaire. Donc ça faisait beaucoup quand même pour vouloir se débarrasser de moi. D'accord, donc pour vous, les critiques venant de la gauche, c'est plutôt des critiques contre, entre guillemets, Mitterrand? Je ne sais pas. Il y a eu ça pour vous? Je pense qu'il y a eu ça. C'était, vous savez, tout ce qui arrive est toujours le résultat d'un ensemble, d'un flot de choses complexes. Hein. Bien entendu. Les choses ne sont pas univoques, comme je l'ai utilisé malencontreusement. C'était peut-être ma deuxième gaffe, 2 ans plus tard. 2 ans plus tard, mais voilà.
Vous parliez de quoi, là? Ah ben celle-là, elle vous a échappé, tiens. Non, de laquelle vous parlez? On la retrouvera peut-être dans le cours de l'émission. On a fait déjà une demi-heure sur Marine Le Pen, on va pouvoir faire une demi-heure sur autre chose. Dites-nous. Non, je vous dis rien, vous avez qu'à regarder, vous êtes très très informés, vous retrouverez. Non, parce qu'après, alors, il y a eu effectivement un moment où vous avez regretté de vous être exprimé sur la Tunisie. Ben aussi. Voilà, c'est une bonne journaliste, ça vient. Je me garderais bien de donner des leçons d'une manière trop univoque. Donner des leçons, ça veut dire ne pas condamner un pouvoir qui muselle la presse, qui empêche. Oui, en Tunisie, la condition des femmes est tout à fait remarquable. Il n'y a pas d'opposition politique au nom de cela. Il y a une opposition politique, mais qui ne s'exprime pas, effectivement, comme elle pourrait s'exprimer en Europe. Mais dire que la Tunisie est une dictature univoque, comme on le fait si souvent, me semble tout à fait exagéré. C'est intéressant parce qu'effectivement, il y a le moment du printemps, du printemps arabe qui démarre en Tunisie, et vous affichez effectivement... Non, j'affiche rien du tout. J'affiche rien du tout. Je réponds à des questions où je dis, qu'il faudrait bien que le gouvernement tunisien écoute un peu plus son peuple, et deux, qu'effectivement, on ne peut pas vraiment comparer Ben Ali à Saddam Hussein. Voilà. Bon, cela dit, j'aurais pas dû le dire. Cela dit, c'était assez honnête de le dire, et cela dit encore, c'est ce que tout le monde disait, et d'une manière certainement infiniment plus compromise que la mienne. Et alors là, vous en tirez quoi, du coup, comme lecture, comme analyse, comme leçon? Si vous dites tout le monde le disait, moi, finalement, on me l'a reproché peut-être plus qu'à d'autres, là aussi, quelle leçon et quel sens, surtout, puisqu'une leçon, quel sens vous donnez à ça? Oui, on me l'a reproché parce que je suis allé un petit peu trop loin dans la communication et beaucoup moins dans les actes. Qu'est-ce que j'en retire comme information? J'en retire, c'est trop long à expliquer. Il y a toute une manière de la classe politique d'envisager le monde arabe qui me semble extrêmement limitée. L'émission était brève, je suis allé à des généralités, voilà. Mais tout le monde a sous-estimé l'importance de la société civile dans le monde arabe, contrairement à ce qu'on dit. Et moi, qui bizarrement ne la sous-estimais pas vraiment, j'ai voulu simplifier, j'ai eu tort. Voilà. Peut-être c'est ça aussi le problème de la politique. Et d'ailleurs, c'est un des points qui traverse d'ailleurs, avec ces moments de réaction, de prise de parole très brèves dans des situations souvent de crise. C'est souvent le problème. Oui. C'est souvent le problème. Oui, c'est pour ça d'ailleurs que les politiques communiquent d'une manière extraordinairement calibrée, ce à quoi je me refusais. Vous avez essayé d'être spontané, d'être dans quelque chose. Justement, vous dites souvent, j'ai été souvent trop dans l'émotion, trop dans le... Je suis assez émotif, mais je me soigne quand même. Mais je pense aussi que le fait d'être spontané, le fait d'être attentif aux réactions des gens, au fond, j'aime pas beaucoup ces grands mots encore, mais le fait d'être le plus humain possible a aussi beaucoup d'avantages. Et notamment dans le lien avec la société telle qu'elle est, contrairement à ce qui pouvait apparaître au début de cette émission. Ah d'accord, parce qu'on a vu on a pointé les côtés négatifs effectivement de cette communication parfois non calibrée. Le côté positif, du coup, vous direz que ça a été lequel pour vous dans votre expérience? Ça vous a permis d'avoir un lien avec les gens que vous représentiez, les artistes par exemple? Les artistes et puis tous les gens qui travaillent dans le domaine de la culture. Hein. Et alors, pour terminer, on est aussi dans une partie un peu portrait, on va terminer sur vous. Vous en avez beaucoup parlé lors de la sortie de votre livre, de votre désir d'avoir été ministre finalement. Pourquoi avoir voulu être ministre? Alors, je ne vais pas vous reposer la question... Je n'ai jamais voulu être ministre. Pourquoi avoir accepté d'être ministre? Je ne vais pas vous reposer la question, on va écouter 2 ou 3 réponses que vous avez faites, commentées par Sophie Cadalen. Donc Sophie Cadalen, elle est psychanalyste, elle a écrit ce livre qui s'appelle La belle ambition aux éditions Lattès. Et j'ai compris que son regard pourrait être intéressant, mais après vous réagissez évidemment, pour comprendre voilà, ce parcours d'un neveu de François Mitterrand, homme de lettres, qui devient ministre après être passé par la case animateur. On vous écoute justement répondre à quelques questions sur ce pourquoi avoir accepté. Mais qu'est-ce qui vous a pris d'accepter, au fond? J'ai accepté parce que ça faisait 40 ans que j'étais en quelque sorte un militant culturel et que j'avais envie de pouvoir participer d'une manière peut-être un peu plus efficace encore à l'action culturelle. Une des questions qui me taraude encore aujourd'hui, tant d'années après, c'est que j'admirais et j'aimais mon oncle et j'admirais et j'aimais le général de Gaulle. C'est d'ailleurs pour ça que je suis devenu ministre, parce que finalement je suis au confluent de ces deux choses-là et j'ai voulu essayer de résoudre cette question que je n'ai d'ailleurs toujours pas résolue. Moi, je trouve ce questionnement extrêmement précieux, extrêmement important. J'aime ça et ça.
quelque part, c'est ce qui se passe dans nos psychismes le plus sûrement, mais qu'on nie et qu'on refoule la plupart du temps. On est bourré d'antagonisme, on est fait de contradictions. Mais chez lui, elle s'articule de manière très concrète, quelque part très, très réaliste. Oui, voilà, De Gaulle, Mitterrand, c'est très incarné, quoi. Quelque part, il a navigué autour, il n'était pas dedans. C'était l'homme des artistes, l'homme des récits mythiques, c'était l'amoureux des grandes personnalités du cinéma. C'était d'ailleurs l'amoureux des grandes personnalités tout court. Je crois qu'on entend ça aussi souvent chez lui. C'est, je crois, une de ses caractéristiques, cette capacité à peut-être déjà regarder les autres, que tout le monde n'a pas, parce que pour déjà admirer, il faut, sans s'identifier forcément, sans jalouser non plus, mais peut-être effectivement que ces autres personnalités, voilà, quelque part le tenaient à l'abri de ces personnalités peut-être encore plus fortes et peut-être encore plus importantes. Quand on est comme ça, quand on a si près de soi des personnes si remarquables, quoi qu'on en pense, où on s'en éloigne totalement, où on craint à en être trop près, trop admiratif, où on est complètement écrabouillé par elles, ou peut-être que justement on se sauve de ce dilemme en allant voir encore d'autres personnalités extrêmement intéressantes. C'est vrai qu'il a un côté parfois un peu assez sûr de lui, hein, puis aussi sûr qu'il va être capable d'être ministre. Hein, finalement, c'est pas si évident que ça, parce que là, il n'exprime ni finalement la peur de ne pas être à la hauteur, ni l'assurance de l'avoir été. Finalement, tout ça, c'est un peu loin. Enfin, c'est pas dans son discours, c'est étonnant. Non, mais il a une position que, alors pour le coup, qui nous intéresse aussi beaucoup en psychanalyse, qui d'ailleurs est visée par quiconque entame une psychanalyse, c'est d'occuper cette position de sujet responsable, qui justement n'est pas la position du est-ce que je vais arriver à, ou est-ce que je suis capable de, est-ce qu'on voudra bien de moi pour, est-ce que... Non, j'ai envie, alors j'y vais. On sent qu'il le fait parce que aussi ça l'amuse, parce que ça l'intéresse, pas parce que ça démontre quoi que ce soit aux autres. Alors peut-être aussi, il y a toujours peut-être un petit peu de ça chez nous tous, mais c'est pas ce qui est dominant. Je trouve ça très bien ce qu'elle dit. Pour quelle raison? Bon, d'abord parce que c'est assez aimable. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Les gens aimables, c'est toujours agréable. Et puis parce que, voilà, je trouve qu'elle dit assez bien sur le désir, sur le fait d'avoir aimé De Gaulle et d'avoir aimé mon oncle, enfin tout un ensemble de choses comme ça qui sont assez importantes et elle dans la construction d'une personnalité. Alors, c'est un sujet qu'on aborde beaucoup pour les politiques, hein, c'est celui qui désire le plus qui arrive, hein, c'est souvent ce qu'on dit pour tous les postes et les postes de pouvoir, il faut désirer pour y arriver. Donc vous, finalement, vous êtes quand même resté 3 ans, vous l'avez dit, vous avez dit quand même beaucoup désiré y rester en tout cas pour tenir. J'ai désiré bien faire, j'ai désiré faire le mieux possible ce qu'on me demandait de faire. Et avant d'être nommé, on a l'impression que vous n'êtes pas demandé ni vais-je y arriver, ni vais-je en être capable, ni tiens, je vais leur montrer que j'en suis capable malgré tout. Enfin, on a l'impression que tout ça, ça n'a pas été dans votre questionnement. Ça a été finalement, bon, me le propose, j'y vais. Oui. Parce que moi, c'est peut-être ça, c'est ça votre point commun avec les politiques. J'ai eu François Mitterrand dans ma vie pendant jusqu'à sa mort. J'ai côtoyé un certain nombre de choses. J'ai fait des études d'histoire. J'ai vu comment les choses se passaient. J'avais lu déjà les choses vues de Victor Hugo. Oui, je pensais que j'allais y arriver. Et puis je voulais me prouver à moi-même aussi que j'en étais capable. C'est une chose. C'est comme le sport. C'est comme le sport. Je voulais y arriver. Voilà. Et pour terminer, donc elle pointe une dernière chose, elle dit finalement l'idée de s'intéresser à des grandes personnalités du cinéma, d'avoir été comme ça curieux, ouvert, ça peut être un moyen aussi d'échapper à des personnalités qu'on a eues proches de soi pour ne pas être écrasé. Donc ça, c'est une proposition qu'elle fait. C'est très juste. C'est très juste. Oui, c'est très juste. C'est pour ça que je vous dis que je trouve que ce qu'elle dit est intéressant. Oui, c'est un peu ça, finalement, peut-être la cohérence que beaucoup cherchent dans votre parcours. Et par ailleurs... je ne sais pas si beaucoup cherchent cette cohérence dans mon parcours. Je ne suis pas absolument sur laquelle certains s'interrogent. Oui, je ne suis pas sûr d'être un sujet d'intérêt pour beaucoup de gens. En ce moment, avec votre livre, vous l'êtes en tout cas. Oui. Il y a eu beaucoup d'interrogations là-dessus. Et puis pour terminer, du coup, aujourd'hui, de quelle grande personnalité auriez-vous envie de vous rapprocher alors? Aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, justement. Je ne sais pas, peut-être de Mme Aung San Suu Kyi pour lui demander d'intervenir pour qu'on évite que les bouddhistes arrêtent de brûler les musulmans en Birmanie, par exemple, pour dire que là, il y a vraiment un paradoxe, un hiatus. Peut-être de Vladimir Poutine pour lui dire qu'il faut arrêter l'homophobie ordinaire. Peut-être, vous parlez de grands personnages, hein? Oui. Mais enfin, bon, la dame avec qui je prends mon café tous les matins depuis 35 ans au Café Le Concorde a aussi beaucoup de bon sens et je l'écoute quand elle me parle.
D'accord. Bon, bah, merci beaucoup, Frédéric Mitterrand. Merci à vous. Pour ce passage en revue. Oui, c'est une revue un peu parcellaire quand même. Hein. Ouais. Ah, écoutez, on a été moins parcellaire que les autres. Les autres, ils ont retenu 3 phrases. Nous, on a retenu... Oui, mais les autres, c'était pendant 5 minutes.